Bonjour à tous, nouvelle vidéo qui va parler de Karl Marx et surtout de l'idéologie marxiste, de l'ampleur qu'elle a eue au 19e et au 20e siècle. Et qui est Marx, présentation structurante de Marx. Je vais présenter Marx ici, non pas sa biographie, mais qui est Marx à travers son idéologie et des répercussions qu'il a eues, sa praxis, sa théorie, sa praxis, les différences entre le marxisme et le léninisme, exemple, les bases philosophiques, matérialisme historique, dialectique, l'analyse de la réification et du fétiche de la marchandise, la pertinence contemporaine de Marx à l'ère post-industrielle. Bien sûr, à travers aussi, on va parler des néo-marxistes. Donc, on va faire une rétrospective un peu historique qui va nous présenter Marx et à quel point Marx est-il pertinent encore, ou est-ce qu'il l'est toujours suffisamment, et les répercussions qu'il a eues au niveau politique, sociologique et académique. C'est pendant le 19e, milieu du 19e et 20e siècle. Donc, j'aimerais commencer un peu par une petite contextualisation. Marx, né à 1818 à Trèves, en Prusse rhénane. Marx est un philosophe, théoricien, économiste, historien. Moi, j'aime bien, comme les soviétiques l'appelaient auparavant, Marx est avant tout un théoricien. C'est un théoricien qui théorise. Ensuite, il y a aussi un Marx théorique et un Marx de la praxis. Donc un Marx qui écrit, qui essaie d'enclencher des processus dynamiques, comme les internationales, etc., première, deuxième internationale. Donc voilà, il y a un Marx effectif aussi, mais Marx est avant tout un théoricien, certains l'appellent utopiste, etc. Mais ses analyses politiques et économiques et philosophiques, notamment dans le fétiche de la marchandise, qui est en quelque sorte une métaphysique aussi. Et il y a bon nombre d'interprétations, mais voilà. Donc voilà, bien sûr son co-théoricien Friedrich Engels. Très tôt, il fréquente les milieux contestataires. Il écrit des journaux, il se fait refouler à peu près dans toute l'Europe. Engels, qui lui vient d'une famille aisée, qui est une famille bourgeoise, aristocrate, et qui a des usines à Manchester. Donc Friedrich Engels va le prendre avec lui, ça sera son ami jusqu'à la fin de sa vie, qui va le sponsoriser. Marx sera viré à peu près de l'Allemagne, il va avoir des répercussions sur sa vie. Après, il va aller en France. En France aussi, il va être mis à mal. Et ensuite, il va finir sa vie en Angleterre et qui va théoriser jusqu'à la fin. Et ensuite, Friedrich Engels reprendra le marxisme par lui-même. Donc voilà. Bien sûr, il vient d'une famille protestante. Son père lui-même est dans la fonction publique. Il tient son doctorat notamment sur Démocrite, les atomes de Démocrite. Il a une thèse philosophique, important de le souligner. Donc Marx, on peut le considérer comme un philosophe. Même si pour les conservateurs et les droitards, ça va être il a perverti en quelque sorte la sociologie, la philosophie, mais pour d'autres personnes, Marx se relève d'être un grand penseur d'envergure, et oui, il l'est, c'est un penseur systématique. Il conçoit un système qui est totalisant, mais non pas à l'instar de Hegel ou de Kant à travers une philosophie absolutiste, mais plus dans un aspect de rapport de production et de classe. Il essaie à travers des catégories objectivables, essayer de fournir cette lutte. Donc voilà. Donc l'influence de l'idéalisme allemand, bien sûr, Hegel, l'économie politique anglaise, Smith et Ricardo, les luttes sociales en France, tradition révolutionnaire et la pensée socialiste pré-marxiste, et d'emblée Marx et Engels attaquent ceux qui considèrent comme des illusions philosophiques. L'idéalisme, pour eux, surestime les idées pures et néglige le rôle des conditions matérielles. À l'inverse, le marxisme se veut un matérialisme historique, s'appuyant sur une analyse concrète des rapports de production. Donc il faudrait donner déjà au préalable, avant toute considération théorique ou structurelle, qu'est-ce que le capitalisme. Il y a beaucoup de vidéos, des penseurs de droite, des penseurs de gauche. Est-ce que le capitalisme est un libéralisme? Est-ce que le capitalisme est un souverainisme? Voilà. Le capitalisme, selon Marx, le capital est non seulement des valeurs qui servent à créer d'autres, et non seulement qui crée et qui valorise. C'est la propriété privée, c'est les moyens de production. Seules quelques personnes ou entreprises détiennent les usines, les machines et les terres. Voilà. Donc bien sûr, c'est le travail salariat, c'est l'extraction de la plus-value, l'accumulation et la centralisation. Donc propriété privée, travail, extraction de la plus-value, accumulation et centralisation. Voilà le capitalisme. C'est l'accumulation du pouvoir par les capitaux, qui ne sont pas redistribués proprement.
Et la définition contemporaine du système économique et social, ce qui est mainstream, on va dire, c'est le marché libre, c'est la motivation du profit, séparation entre capital et travail, et le rôle de l'État. Donc, toute motivation du profit. On vit dans une ère où l'individualisme, même si c'est une analyse faussée, on sait tous que c'est plus les groupes systémiques qui fonctionnent plus que les individus, mais néanmoins, toute activité productive vise en priorité à dégager un excédent financier, où le marché libre, les prix naissent de l'offre et de la demande, orientent la production de la consommation. Définition générale, donc c'est l'extraction de la plus-value, propriété privée, les moyens de production. C'est ça le capitalisme, c'est un système qui pour Marx est sous-jacent et qui aliène, c'est un système d'aliénation, l'accumulation des profits. Donc le rôle de l'État, il est variable. Tout dépend, est-ce qu'on considère la démocratie comme un leurre ou est-ce qu'on considère la démocratie comme représentative et donc réformiste, de la stricte garantie des droits de propriété, donc libéralisme classique, notamment chez Locke, John Locke, Smith, etc. Jeremy Bentham aussi, de la stricte garantie des droits de propriété, donc l'interventionnisme pour réguler les marchés, salaires et protectionnisme social, donc l'État-providence, que les marxistes critiquent, les néo-marxistes et les marxistes ont toujours critiqué comme perversion de la démocratie en elle-même, parce qu'elle édulcore les problématiques sous-jacentes des rapports sociaux. D'où vient le concept du dumping social, etc. On donne les compréhensions claires. Donc Marx soustrait et catégorise, subsume le capitalisme en plusieurs moments, fondements structurels. Donc mécanisme central du capitalisme. Qu'est-ce que le capitalisme à travers son histoire? Donc Marx catégorise ça. Donc Marx, encore une fois, il systématise. Donc il y a le capitalisme agricole, transition de modes de production féodaux vers une exploitation rurale axée sur la rente et l'échange marchand à petite échelle. Capitalisme marchand, accumulation du capital via le commerce international et la circulation des marchandises. Capitalisme industriel et bien sûr le capitalisme d'État. Régulation planifiée de l'économie, 20e siècle. Après, il y a eu 18e et 19e siècle, capitalisme industriel, circulation des marchandises, on va appeler 16e et 18e. La tradition marxiste subdivise le capitalisme en capitalisme marchand, capitalisme industriel, capitalisme financier, domination des banques et des crédits, et le capitalisme global, mondialisation et financiarisation avancée. Donc bien sûr, dans cette dynamique, on voit bien les problématiques sous-jacentes, donc les forces productives, travail non libre, qui était à l'époque, donc comme je disais, capitalisme agricole, travail non libre, approprié comme chose, mineur, galérien, grand domaine agricole, rapport de production, maître et esclave, propriété totale de l'homme sur l'homme, absence de salaire et de droits politiques. Et bien sûr, les contradictions internes, donc rendement, décroissance, entretien, surveillance, risque et fuite et révolte de ces mêmes personnes. Donc, il y a comme ça l'esclavage dans l'Antiquité, le servage au Moyen-Âge, et bien sûr, le salariat à l'époque capitaliste. Si on dynamise ces aspects-là, on peut voir que ces catégories, la catégorisation de Marx sous-tend qu'en réalité, on n'est jamais sorti de l'esclavage, mais tout ça est un leurre, sous couvert de moralité sociale, et bien sûr, il n'y a pas d'accessibilité au pouvoir, et il y a une aliénation. Cela dit, Marx a entrevu cet aspect critique du capitalisme comme mode de production. Donc, il faut considérer la question, tout d'abord, pour représenter, il analyse ça à travers une dialectique. Et j'aimerais, comme je disais, à travers ces processus, là j'ai expliqué d'une manière un peu générale, j'ai généralisé, petite introduction de Marx. Mais avant de continuer, j'aimerais faire une parenthèse sur la dialectique. Parce que j'ai parlé de la systématisation et la dialectique de Marx. Est-il réellement possible, si on veut d'une manière sérieuse comprendre Marx, est-il vraiment possible de cerner sans la science de la logique de Hegel? Donc Hegel, c'est l'inspiration première de Marx, à travers le processus, donc il dénie son absolutisme et son idée, le démiurge de l'idée, mais il la reformalise à travers des structures sociales et des conditions. Donc, faudrait définir, avant de comprendre Marx, définition générale de la dialectique.
Qu'est-ce que la dialectique, l'essence de la dialectique, le mouvement interne, la réalité, bien sûr, c'est les mouvements internes, c'est la réalité n'est pas statique, mais traversée par des tensions et des contradictions qui la font évoluer. Donc c'est le processus dynamique, ce n'est pas une simple addition d'éléments, mais un moment où l'opposé engendre un nouveau niveau. L'origine historique de cette dialectique, bien sûr, on peut repartir à Platon, à Aristote, mais on arrive à Hegel. Chez Aristote, on a encore la notion de passage de la puissance à l'acte, dynamique interne, et chez Hegel, on a la systématisation en sciences de la logique. Donc, qu'est-ce que la dialectique hegelienne? Triade formelle, thèse, position initiale, idée abstraite, être pur. Antithèse, négation de la thèse, dévoile ses limites. Une chose, si vous voulez, une chose ne se pose qu'en s'opposant à ce qu'elle n'est pas. A n'implique pas B. A est toujours en relation avec B. Et ce qui fournit une double négation pour qu'il y ait, à un moment donné, la synthèse. Mais on n'oublie pas les éléments de la prochaine. Synthèse, dépassement qui conserve l'essentiel et le transforme, le devenir. Donc on a l'être, le néant, le devenir. Donc on a la sublation, le concept de Aufbung chez Hegel, ce qui conserve le contenu de la thèse. Conserve, annuler, élever. Donc le contenu de la thèse, la forme statique de la thèse, vers un concept plus riche. Donc on pourrait donner un exemple, l'eau chauffée, quantitative vs qualitative, ce que Marx reprend. L'eau chauffée, quantité de chaleur accrue, implique un moment où la température reste constante. C'est ça le moment. Il n'y a pas une implication, mais c'est la constance qui détermine, en quelque sorte. La constance qui va déterminer et qui va donner la négation après, qui va suivre la négation, va s'en suivre la négation. Donc au moment de la température reste constante et l'eau bout. Changement qualitatif. Donc l'eau chauffe, elle reste constante et l'eau arrive à ébullition. Le passage ne se comprend qu'en considérant la tension entre chaleur et résistance matérielle. Ce n'est pas un schéma mécaniste, chaque triade ouvre sur une nouvelle contradiction infiniment. Donc l'inversion matérialiste, ce n'est pas la conscience, comme disait Marx dans sa préface, ce n'est pas la conscience qui détermine la vie, mais c'est la vie qui détermine la conscience. Contradiction sociale, force productive, outils, technologie, il y a une implication comme ça des rapports de production, des propriétés et hiérarchies. C'est équivaut. Exemple, la machine à vapeur, force productive, entre en conflit avec les anciens rapports artisanaux. Révolution comme synthèse. On en arrive à la lutte bourgeoise contre l'aristocratie féodale. Ce qui implique une synthèse bourgeoise, État-nation moderne. Ensuite, on en vient au prolétariat, contre la bourgeoisie, le rapport de classe. Ce qui implique hypothétique, c'est ce qui implique hypothétique, une synthèse communiste. Donc un exemple, surproduction, capital accumulé pour produire toujours plus, implication, effondrement des ébauches, des débouchés, crise qualitative, restructuration du mode de production qualitatif. On en vient à la négation de la négation, des exemples abstraits, donc schéma. On pourrait donner un schéma comme ça général. Donc A implique la négation de A. Donc c'est la négation, ce qui implique la double négation de A. Donc travail assujetti, négation révolte ouvrière. On peut en arriver à la double négation qui concerne la potentialité d'une société sans classe, mais transformée. Unité et lutte des contraires. Tous phénomènes intégrés sont opposés comme moment constitutif. Liberté, nécessité. Donc il y a un statu quo de A, la négation de A, crise, double négation de A, synthèse. Et le moment critique où se joue la transformation. C'est le statu quo. Donc, on pourrait donner des exemples, comme l'ordre aristocratique, comme une thèse, l'antithèse, la bourgeoisie et le peuple en révolte, et la synthèse, création de la république bourgeoise. Donc, culture dominante versus contre-culture. Donc, norme établie, encore une fois, thèse, antithèse, mouvement contestataire, exemple mai 68, synthèse, incorporation partielle des revendications et réformes sociales. Donc, ou exemple, encore un exemple, crise de 2008, thèse, dérégulation financière, antithèse, on a bien effondrement des marchés, synthèse partielle, régulation nouvelle, quantitative. Donc, on pourrait voir aussi des synthèses comme ça et différences entre Hegel et Marx, l'aspect de l'origine du conflit, les idées contre des idées, les concepts internes chez Hegel. Alors que Marx, on est en matière contre les rapports sociaux et conflits matériels. Chez Hegel, c'est l'objet dialectique,
réalisation progressive et l'esprit absolu, méthode, logique formelle et automouvant chez Hegel, et d'unité de la pensée et de l'être. Alors que chez Marx, la finalité, c'est l'abolition des classes, émancipation humaine, méthode historique ancrée dans les faits sociaux, sa méthode, et l'objet dialectique, c'est la transformation des modes de production et de la société. Donc voilà, il faut bien, voilà, j'ai fait une petite un peu rétrospective, vous pouvez vous arrêter s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, donc bien comprendre cette dialectique, même si la dialectique chez Marx et Hegel, elle diffère. Chez Hegel, elle est plus complexe dans le sens où c'est pas juste un triptyque, il y a le concept de l'Ausbung, de l'Auswährung, voilà. Mais voilà, là j'ai juste voulu reconsidérer ça d'une parenthèse pour que vous compreniez. C'est pour ça parce que c'est à travers cette dialectique que se joue, même chez le fétiche de la marchandise, de la valeur travail, de la classe pour soi et de la classe en soi, etc., etc. Les contradictions internes du capitalisme qui font surgir les synthèses, etc. Donc, beaucoup de vidéos et de penseurs marxistes se prétendent comprendre Marx, mais les marxistes orthodoxes dénient, les dénient et disent que voilà, la science de la logique, elle est nécessaire et inévitable pour comprendre réellement Marx et sa systématicité. Et sans ça, Marx ne peut pas être un penseur systématique. Voilà, parenthèse fermée. Donc voilà, je continue. Marx et fondement philosophique. Donc la rupture de Marx avec l'idéalisme. Bien sûr, ce n'est pas qu'un simple désaccord théorique. C'est une revendication de la primauté de la matière sur l'idée. Donc là où Hegel pensait que l'esprit, le Geist, mène la danse de l'histoire, Marx répond que ce sont les rapports de production et l'économie qui forment l'infrastructure décisive. Pourtant, Marx ne renie pas la dialectique hegelienne. Il la retourne. La dialectique chez Marx devient un mouvement conflictuel, ancré dans la vie matérielle, où l'on voit se déployer les contradictions, lutte de classe, crise et révolution. Donc cette rupture hegelienne s'ensuit que voilà, les matérialisme historique de Marx, c'est le schéma infrastructure-superstructure, infrastructure, ensemble des rapports de production, propriété, salariat, marché, superstructure, ensemble des idéologies, institutions politiques et formes culturelles, forgées par l'infrastructure. Mécanisme causal, primauté, on va dire relatif, l'infrastructure conditionne la superstructure, mais ne la détermine pas de façon mécanique. Il existe une interaction dialectique. Exemple, crise économique infrastructure, ce qui implique une remise en cause des dogmes politiques et culturels. Superstructure implique une recomposition de l'État et des idéologies. Donc crise économique, État et idéologie. Donc infrastructure, superstructure. Dynamique des crises, accumulation et surproduction. Le capital, poussé à l'expansion quantitative, génère des contradictions internes. Surclassement, paupérisation, qui débauche sur l'effondrement périodique. Lutte des classes, symbole de la contradiction capitale. Bourgeoisie contre prolétariat, moteur du mouvement réel qui abolit l'état actuel des choses. Donc ces trois principes dialectiques, unité et lutte contraire, des contraires, transformation quantitative, qualitative, et la négation de la négation. La politique, pour ce qui concerne les politiques et les stratégies, Marx, il y a une différenciation à faire entre Marx comme système théorique et les néo-marxistes qui se trouvent dans l'Europe centrale, parce que Marx, quoi qu'il en soit, il reste une personne de son temps, donc il est compliqué pour Marx de visualiser le capitalisme en dehors du système, du système européen. Donc Marx est un penseur aussi eurocentré, et donc il y a une différenciation à faire entre Marx et les néo-marxistes, comme notamment l'école de Francfort, ou les Français, les structuralistes, comme Althusser, et bien sûr les marxistes-léninistes. C'est la praxis pure, c'est comme disait Lénine dans Empire critique. Donc le marxisme-léninisme, c'est la réinterprétation de Marx pour le prolétariat. Donc comment comprendre Marx? Personne ne peut comprendre Marx, alors que sa visée est universelle, mais en réalité personne ne peut le comprendre parce que c'est très théorique, c'est logiquement argumenté, c'est très complexe. Marx est très compliqué de lire Marx, il faut relire pour comprendre un tel penseur. Donc Lénine, lui, le réinterprète à sa manière, et donc le fournit des idées nouvelles à la conception de Marx. Donc c'est la praxis, c'est le NEP, nouvelle économie politique, etc., qui va notamment
qui va notamment former des contradictions internes à la théorie propre à Marx, et qui va être dénigré par les marxistes orthodoxes. Donc il y a le Marx historique, l'homme de ses écrits, le manifeste du Parti communiste, avec Friedrich Engels, le Capital, la question juive, notamment, où il questionne de l'État, critique l'État et Bruno Bauer, et le 18 Brumaire de lui, Napoléon Bonaparte, critique politique et fondamentale des structures sociales et démocratiques, etc. Donc, les multiples marxismes qui en découlent par la suite, social-démocratie, comme Bergstein, marxisme-léninisme, trotskisme, désolé, et maoïsme. Le marxisme désigne de façon large l'ensemble des idées dérivées des analyses de Marx et de Engels, focalisées sur la lutte des classes, critique du capitalisme et d'une société sans classe. Alors que le marxisme-léninisme apparaît après la révolution de 1917, révolution d'octobre, formalisé, appliqué par Lénine, Trotsky et plus tard Staline. Il adapte, pragmatique, le grand pragmatique Staline. Donc, il adapte le marxisme à un contexte paysan largement précapitaliste et introduit l'idée d'un parti d'avant-garde qui prendrait le pouvoir au nom du prolétariat, alors que Marx croyait que la révolution serait en Europe, en Allemagne, en France, en Angleterre, alors que la révolution en réalité a eu lieu en Russie. Donc, voilà. Donc, nom du prolétariat, cette version du marxisme aura des répercussions majeures sur le XXe siècle et divisera profondément les héritiers de Marx. Donc, né dans l'urgence russe de 1917, le marxisme-léninisme est moins un retour à Marx qu'une réinvention destinée à prendre et consolider le pouvoir. Donc, dans le contexte russe, je pense que c'est nécessaire pour comprendre Marx de différencier le marxisme-léninisme. C'est pour ça que je donne une explication ici. Le pays en majorité paysanne par l'industrialisation massive, pas de majorité ouvrière selon Marx. Effondrement de l'empire tsariste, guerre mondiale, famine, terreau chaotique et idéal pour un parti organisé et discipliné. Donc les innovations léninistes, vanguardisme, qu'est-ce que faire Que faire en 1902, parti d'avant-garde révolutionnaire professionnel. Ils sont en rupture avec l'idée marxiste de spontanéité de masse, l'impérialisme comme stade suprême du capitalisme, les dynamiques du capitalisme monopoliste, partage du monde, justification de l'alliance avec la paysannerie appauvrie et le petit cultivateur, et bien sûr le capitalisme dans sa forme suprême, c'est la guerre. Donc le capitalisme, il explique dans le stade suprême du capitalisme que le capitalisme est un prolongement de la guerre. Donc il va prolonger les guerres pour assouvir à ses fins et pour toujours dominer le monde et les structures institutionnelles. Donc pour la déstabilisation a toujours fourni les bases de toute considération. Donc les pratiques de l'État, dictature du parti, non la dictature du prolétariat, mais la dictature d'une caste administrative, l'hypercentralisation qui a été niée à l'époque des internationales, mais qui a été, il faut comprendre qu'il y a la théorie et la pratique. C'est pour ça que le NEP, Nouvelle économie politique, a été un désastre, qui a été un désastre pour les marxistes orthodoxes, mais qui a eu un renouveau jusqu'à l'ascension au pouvoir de Staline qui va annuler cette politique. Donc la dictature du parti, je vous disais, le communisme de guerre, réquisition massive, terreur rouge, éloignement brutal de l'idée d'autogestion ouvrière, les théories de Bukharin, sur le communisme de guerre, et bien sûr 1921, retour au marché pour sauver l'État. Contradiction flagrante avec l'abolition du salariat prôné par Marx. Donc il y a une critique frontale ici, usurpation du concept d'État. Marx prévoyait l'extinction de l'État. Le léninisme a institutionnalisé un État enchevêtré dans l'économie, verrouillé par une bureaucratie autonome. Donc réification inversée, Marx dénonçait la réification des rapports sociaux. Ici, le parti réifie la révolution elle-même. Abandon de l'émancipation réelle, l'ouvrier devient sujet passif d'une révolution menée par d'autres, d'usage des soviets, conseil d'usine et marginalisé derrière le parti. Donc on peut voir ici, il y a des écueils un peu politiques, donc de l'utopie au dogme. On se voit évoquer la difficulté pour la social-démocratie au début de la République de Weimar de se positionner entre un engagement politique et dogmatique qui néglige parfois les réalités économiques immédiates et un compromis pragmatique qui mène à un abandon progressif de la visée émancipatrice à long terme. C'est pour ça que Lénine a beaucoup critiqué, les communistes ont beaucoup critiqué notamment Karl Kautsky,
et Bergstein pour leur énumération et élucubration un peu théorique comme ça, et qui disait que voilà, ce n'était que des penseurs, alors que nous on va notamment comprendre qu'est-ce que la praxis, hein, parce que la réalité est beaucoup plus complexe pour ce qui concerne l'économie, et donc c'est compliqué de mettre en pratique ce que Marx a dit, notamment sur le développement des systèmes communautaires, etc. Donc cela implique une réorganisation anthropologique des systèmes en place et institutionnels, et ce qui ne peut pas être mis en évidence tout simplement avec un claquement de doigts, hein. Il va y avoir beaucoup de répercussions, hein, notamment la découlakisation et des terres agricoles, etc. Donc l'impôt sur le blé, etc. Donc la dépossession des terres. Cette tension reflète bien le destin historique du marxisme. Soit on reste pur et on dénonce, mais on se coupe de la réalité, une dénonciation parfois aveugle des compromis, soit on accepte la réelle politique, mais on renonce peu à peu à la révolution et aux principes fondateurs. Exemple, le NEP et la déposition des terres, comme je disais. Donc c'est pour ça que, quoi qu'on dise, le marxisme, quoi qu'on dise le communisme est un athéisme, mais un athéisme forcé. Ce n'est pas un humanisme séculier, parce que voilà. Donc, si on revient à la structure même, au cœur de la pensée de Marx, on peut voir les débats intellectuels des entre-deux-guerres qui ont tenté de dépasser cette dichotomie, notamment chez Lukács, Gramsci et d'autres essayant d'ouvrir une troisième voie. Repenser l'émancipation, revisiter le concept d'hégémonie culturelle, lier la pratique, la théorie et la manière la plus subtile de la réduction dogmatique ou le pur réformisme. Donc le fétiche de la marchandise, le fétiche de la marchandise qui se trouvait être le point fondamental pour moi, l'essence même, la réification, l'essence de la pensée de Marx, enfin d'une manière où pour moi, donc le caractère fétiche des marchandises, comme disait Marx, le capital s'érige en puissance quasi autonome, dissimulant le fait qu'il résulte d'un certain rapport de production entre humains. Donc on peut bien voir ici que remettre en cause le schéma classique, on entend souvent que l'analyse marxiste bourgeoisie contre prolétariat serait caduque, télétravail, l'individualisation des tâches, l'automatisation ou encore formation symbolique effacerait la soudure collective du mode ouvrier. Or, si les formes de travail évoluent, les rapports sociaux de pouvoir et de dépendance restent structurés par les valeurs d'échange et de logique marchande, réification revisitée. C'est pour ça que Marx définit la marchandise, comme masque des rapports humains. Les objets, parlant à notre place, nous finissent par nous traiter comme des ressources interchangeables. Donc, il faut bien concevoir ici que le télétravail, l'aliénation, le télétravail et les performances, la disparition du lieu de travail ne supprime pas l'aliénation, elle la délocalise dans nos salons et nos esprits. Pression de la flexibilité, autosurveillance, indifférenciation entre vie pro et entre vie professionnelle et vie personnelle. Donc on peut voir ici que la critique essentielle de Marx sur ce qui est la réification est très pertinente, dans le sens où elle englobe une totalité et elle enrichit le schéma marxiste à travers la chose en soi. Et c'est pour ça qu'il a parlé des classes. On ne peut pas parler de ces concepts sans concevoir le concept de classe en soi et de la classe pour soi. Donc la classe en soi, dans le Capital, désigne un ensemble d'individus unis objectivement par leur position, par un rapport de production, conditions économiques communes, mêmes ressources, possession ou non des moyens de production. Même si une personne, exemple, va travailler dans une entreprise et va faire $35 ou $30 de l'heure, et une autre personne qui va faire $20 ou peut-être $12 de l'heure. Donc voilà, exemple. Et là, concerne cette contradiction, donc c'est l'absence de conscience unifiée. Donc une personne qui va faire $50 ou €50 de l'heure, complètement, pour lui, qu'importe les rapports de production, si lui il peut mieux vivre, il va dire voilà, c'est mieux pour moi, donc j'ai pas besoin de cette unification. Ces individus partagent une situation matérielle, mais ne la perçoivent pas nécessairement comme un destin collectif. Tous les petits paysans d'une région, exemple, peuvent former une classe en soi. Ils subissent des conditions similaires, sans pour autant s'organiser politiquement ou prendre conscience d'intérêts partagés, comme les paysans contre les grands propriétaires. Donc prendre conscience de son intérêt commun face à la bourgeoisie, s'organiser politiquement, syndicats, partis, et agir de manière concrète.
rompant avec la simple addition d'individus. Donc c'est ça, la classe pour soi. Hein. Donc il y a la classe, je disais, en soi, hein, conditions économiques communes, et la classe pour soi, hein, c'est prendre conscience de son intérêt commun, s'organiser politiquement et agir de manière concrète. Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur être, comme je disais auparavant, c'est inversement leur être social qui détermine leur conscience de conscience, hein, bien sûr, contribution à la critique de l'économie politique. Donc les luttes économiques, grèves, épreuves partagées, formant l'inter-solidarité, intervention politique et idéologie, syndicats intellectuels, organiques, hein, notamment chez Gramsci, on a ça, et partis fondant la conscience collective. Hein. La conscience de classe devient projet d'émancipation globale, visant la transformation des rapports de production. Marx présuppose presque mécaniquement que la souffrance commune conduit à la révolte. Or, la réification des divisions internes, genre, origine, croyance, parasite souvent cette conscience naissante. Donc, il faut comprendre ça dans une dynamique, exemple les catégories, hein, les catégories objectives, hein, le prolétariat et le bourgeois, exemple, les rapports de production, propriété privée sont bien la matière première. Elles décrivent en soi la situation matérielle. Donc, comme je disais, l'essence, l'aspect important de la pensée de Marx, hein, à mon goût, en particulier sa théorie sur la réification et l'aliénation. À l'époque moderne, comme je dis, hein, on est dans une époque post-bourgeoise, post-prolétarienne. Hein, donc on est dans des post-industriels, hein, d'une manière sociologique. On a désindustrialisé nos machines, nos outils, les contraintes et la pénibilité à l'hémisphère sud, en Inde, en Chine. Hein, ils ont décidé d'être, après le chute du mur de Berlin et après la chute du communisme, une force à bas prix. Hein, donc ils ont produit ils ont fourni la force productive pour le développement et l'essor des sociétés européennes actuelles, hein, pour le confort, hein, de la génération Netflix et Amazon. Et donc, on peut voir ici que l'analyse traditionnelle de Marx, hein, centrée sur la lutte des classes entre bourgeoisie et prolétariat, pourrait être considérée comme dépassée dans une société contemporaine où les dynamiques de classe ont évolué, hein, car la productivité individuelle est moindre. Hein, donc, comme je disais, mais dans une manière un peu synthétique, hein, le télétravail. La productivité du travail et sa pénibilité effacées à travers les formulations symboliques. Cependant, pour moi, c'est là que Marx devient intéressant, hein, en tant que personne qui s'adonne à la philosophie. Je pense que la critique marxienne du capitalisme reste pertinente, notamment dans la capacité à dévoiler les mécanismes sous-jacents. Réification, aliénation des individus par la valeur marchande. Pourquoi ? Parce que les individus sont toujours un peu, on va dire, conditionnés, hein, par une institution, par des politiques, par la religion. Et donc, tous ces aspects-là de la vie, hein, parce que l'activité de l'homme, hein, l'homme est un technicien, hein, comme disait Marx. L'activité de l'homme ne se résume pas tout simplement à travailler, mais à s'émanciper, hein, intellectuellement, psychologiquement, avoir une vie épanouie, avoir une famille et avoir du temps pour ça. Et l'essor du capitalisme et l'accumulation du pouvoir et du capital, comme notamment aux États-Unis. Hein. Les États-Unis, c'est une plutocratie. Hein. C'est l'accumulation du capital et du pouvoir chez la classe des élites, hein, et bien sûr des plus riches, et l'accentuation des dynamiques de classe. Hein. Donc, les gens deviennent les classes moyennes. Il y a toujours un aspect sous-jacent où les classes pauvres, hein, essaient toujours d'aller dans la classe moyenne et la classe moyenne dans la classe plus avancée. Hein. Stratification weberienne. Hein. Donc, réification, chosification des rapports humains. Hein, Marx identifie aussi ce processus comme une conséquence directe de la logique capitaliste. Les interactions entre les personnes sont de plus en plus régies par les échanges économiques. Les individus sont traités comme des objets ou des choses dans ces transactions. Et bien sûr, hein, il faut prendre en compte, hein, l'aspect critique et éthique, hein, philosophique de cet aspect. Hein. Commodification, les critères philosophiques soulignent que le capitalisme tend à marchandiser tous les aspects de la vie, y compris les choses qui devraient être préservées de la logique marchande, comme la santé, l'éducation et les relations humaines. Déshumanisation, hein, le capitalisme peut déshumaniser les individus en les réduisant à des consommateurs ou à des producteurs, négligeant leur dignité intrinsèque et leur potentiel humain. Et critique culturelle.
Culture de consommation, capitalisme valorise le culture de consommation et le bonheur. Le succès sont souvent mesurés par la possession des biens matériels, ce qui peut entraîner une superfiscalité des valeurs, un matérialisme exacerbé, homogénéisation culturelle aussi, l'exploitation des travailleurs, etc. Donc tout ça, ce sont des dynamiques qui doivent être pris en compte pour comprendre Marx, et notamment donc ensuite il y a beaucoup de dynamiques internes et critiques, séparation on peut critiquer Marx notamment à travers la séparation entre groupes bourgeois contre prolétaires, cette dualité dans les mondes modernes n'est pas toujours aussi tangible. Conscience de classe universelle, ce qui a été critiqué par l'école de Francfort. Système économique basé sur l'employé qui serait constamment en train d'exploiter alors que le système hiérarchique serait mauvais par essence. Problématique du libéralisme actuel. Oublier l'aspect organique des origines de l'homme ou de la lutte des animaux évolués. L'idéalisation du prolétariat, perceptible dans l'histoire, conscience de classe. Pour Marx, l'infrastructure et l'économie ne sont pas sociales. Pour lui, l'infrastructure est économique et non pas sociale. Donc, déterminisme social, bien sûr, on peut critiquer l'aspect déterministe. Et les rapports de production, ce sont des faits historiques. Est-ce que l'histoire a un sens ou pas? Beaucoup de marxistes, à notre époque, notamment en France, Bégodeau, qui est un marxiste, mais bon, notamment Alain Badiou est beaucoup plus pertinent dans son approche que Bégodeau, parce que Bégodeau, il dit que le matérialisme historique, aucun intellectuel sérieux et marxiste ne pense à un matérialisme historique, alors que, par exemple, des personnages comme Alain Badiou restent encore beaucoup plus pertinents à travers cette structuralisation, ces structures de Marx. Donc l'idéologie des décisions et des actions individuelles sont déterminées avant tout par les conditions matérielles. Donc l'essence et l'apparence, bien sûr, chez Marx, ne coïncident pas. Sinon, la méthodologie scientifique serait non pertinente. Et si on en advient à toutes ces critiques, on comprend bien que Marx, à travers sa totalisation interne des critiques, si les gens auraient cette soi-disant conscience de soi, comment peut-on réellement savoir s'ils voudraient du communisme ou si oui? Comment s'émanciper, puisque la dictature du prolétariat vivre sous la joug d'un tyran en qualité de Dieu. Donc ça laisse toujours cette question en sous-temps. Donc l'école de Francfort a répondu, et il y a beaucoup trop d'homogénéisation, beaucoup trop de contingences comme ça qui sont. Il n'y a pas d'homogénéité à proprement parler, un point de vue holistique comme ça marxiste qui a été critiqué énormément. Donc comme je disais, si on continue la critique, les transformations en marchandises, réifier l'objectivation des rapports sociaux, au lieu de voir que le smartphone, exemple, est le résultat d'un rapport de travail dans lequel les forces de travail est vendues à un capitaliste, on ne perçoit que l'objet fini, qui apparaît comme une chose ayant une valeur en soi. Donc fétichisation, le smartphone est vendu et acheté sur le marché en fonction de son prix, de sa rareté apparente et de son prestige, et non en fonction du temps de travail effectivement consacré à la production. Il devient ainsi une entité fétichisée, fétichisée, dont la valeur semble émerger du produit lui-même, et non des rapports sociaux qui l'ont généré. Et là est toute la problématique, puisque la valeur travail qui est en question, Marx distingue la valeur d'usage, l'utilité d'une marchandise de sa valeur d'échange, quantité de travail socialement nécessaire incorporée dans cette marchandise. Seule cette dernière crée la richesse réelle dans le capitalisme. Un travail nécessaire contre travail du surplus. Travail nécessaire, portion de travail journalière, surtravail, le travail excédentaire. Portion restante du travail que le capitalisme ne rémunère pas, qu'il s'approprie entièrement. Complexité. C'est donc la plus-value, c'est la différence entre la valeur créée par l'ensemble du travail nécessaire plus surtravail, et la valeur du salaire payé. Autrement dit, c'est ce travail non payé qui constitue la source du profit, de l'intérêt et de la rente dans le système capitaliste. Donc l'expropriation du travail, la plus-value, relève que le salariat n'est pas rémunéré à la hauteur de la valeur réelle qu'il produit. Il est exploité dans la mesure où son travail excédentaire enrichit le capitalisme. Critique de l'économie bien sûr politique et classique ici, alors que Smith et Ricardo acceptent tacitement que le profit découle naturellement de l'investissement du capital, Marx montre que ce profit est illégitime. Ce n'est pas le capital qui crée la valeur, mais le travail vivant. On en a bien à cette critique de la plus-value et le paradoxe, exemple du diamant et de l'eau. L'eau
est-ce une aporie intellectuelle, hein? Constat où l'eau, pourtant indispensable à la vie, a un prix très, très faible, exemple. Hein. Le diamant, objet inutile et extrêmement onéreux. Remise en cause marxienne, Marx explique que ce n'est pas l'utilité absolue, mais le temps de travail socialement nécessaire, dont dépend la rareté qui détermine la valeur. Alors que la critique des marginalistes, hein, critique néoclassique, hein, Stanley Javon, Menger, Léon Badras, hein, arguent que c'est la satisfaction marginale et non le temps de travail qui fixe le prix. Hein. La rareté subjective du diamant accroît son utilité marginale et donc son prix, tandis que l'abondance de l'eau diminue son utilité marginale et son prix. Hein. C'est un point de rupture pour eux. La théorie de la valeur travail est inopérante face à la réalité des préférences individuelles de l'offre et de la demande. Hein. Donc, circularité et rareté. Il y a une circularité dans la valeur travail aussi. Hein. Certains détracteurs soulignent, bien sûr, notamment critiques de l'école néoclassique. Hein. Rareté hétérodoxe, ce sont des courants hétérodoxes. Le temps de travail socialement nécessaire est tautologique. Hein. On définit la valeur par la rareté. Puis on explique la rareté par la valeur. Émergence du capital immatériel, les apports de la finance et du numérique, brevets, marques, données, bousculent la mesure du travail incorporé, rendant de plus en plus opaque, hein, la traçabilité de la plus-value. Il y a une critique aussi biopolitique, hein, des théoriciens contemporains, hein, sur le prédicatif, hein, sur le précariat, hein, estimant que la plus-value n'explique plus tout. Il faut ajouter l'exploitation de la vie sociale, de la nature et de la biologie. Reproduction sociale, captation de données, domaine de la valeur travail, classique ne mesure pas l'aliénation. Donc voilà, il y a beaucoup de phénomènes nouveaux aussi, hein, la gentrification, la biopolitique, la bioéthique, hein, notamment, qui rentrent en compte, hein, le féminisme, le rapport de classe entre l'homme et la femme. Il y a beaucoup voilà, tous ces courants-là ne sont pas toujours aussi pertinents que ça. Donc, comme on disait, hein, tout ça, on en vient à nous poser la question des implications du marxisme à travers le fétiche, la classe en soi, la critique des économiques, hein, les contradictions internes, notamment pour ce qui concerne nouvelle économie politique, la différenciation entre marxisme-léninisme, qu'est-ce que le capitalisme et la dialectique, hein, fondement même de la du système de Marx. Donc, quelles sont les implications du marxisme, hein? L'idéologie politique, philosophique. L'idéologie, hein, a un aspect universel. Marx affirme, hein, qu'il n'existe pas de nature humaine, prédéfinie et universelle, mais une condition humaine. Autrement dit, on pourrait en admettre que les hommes ne sont pas mus par des essences abstraites. Ils sont des produits de conditions historiques et matérielles spécifiques. Ces aspects rejoignent la philosophie existentialiste plus tardive, hein, notamment chez Sartre, qui oppose à l'idée d'une nature fixe de l'homme et résonne d'ailleurs avec la réflexion bergsonienne sur la visée émancipatrice et le piège du dogmatisme. Sous ce prisme idéologique, hein, on peut voir la vision du monde de la classe dominante. Elle s'efforce de présenter les intérêts particuliers comme étant d'intérêt général, voire comme la nature humaine elle-même. Or, Marx prétend déchirer ce voile et montrer que ces idées ne sont qu'une superstructure. Encore une fois, hein, cette superstructure qui est appuyée sur la réalité des rapports économiques. Donc cette révolution, et le marxisme est souvent réduit à son message révolutionnaire, la lutte des classes, hein, qui mène, selon Marx, à l'avènement du communisme, c'est-à-dire la disparition des classes sociales. Mais il faut bien comprendre que l'inférence ou l'axiome, hein, du message en question doit être toujours subsumé sur la considération que Marx a pour but la disparition des classes. Hein. Donc il y a un peu une vision un peu comme ça émancipatrice, égalitariste, hein, et un idéal universel d'égalité. Hein. Ce sont des systèmes-mondes, hein, comme notamment chez Wallerstein. Hein, et il y a plusieurs systèmes-mondes. Il y a un système-monde de la Oumma, le système-monde étatique. Il y a un système-monde, si vous voulez, de la région du christianisme, et le capitalisme, bien sûr, dans lequel on vit. Hein. On peut même voir, hein, je peux même voir si un système-monde à travers le républicanisme, hein, séculier, hein, et laïque
français aussi. Mais bon, c'est un sujet à controverse, mais c'est pas le sujet maintenant. Mais bon, on peut voir que le système monde englobe une totalité, et ils ont un même socle ontologique commun. Donc institutionnel, institut, religion, structure psychologique et psychoactif, bien sûr. Chaque personne, et notamment Bakounine, c'est intéressant, ça me vient à l'esprit maintenant, c'est Bakounine, il a été viré, si je me trompe pas, à la première internationale, ou à la deuxième, mais je pense que c'est quand même la première, il a été viré parce que il critiquait Marx, c'est un anarchiste, à l'instar de Marx, il voyait non pas que l'expropriation de l'État ou de la propriété privée, mais il voyait une dynamique aussi nationaliste un peu, parce que chez les gens, il y a des tempéraments, certains psychotypes, des tempéraments, la nature, qui influent certains psychotypes pour une révolution ou non. Donc, ou pour l'émancipation, non. Alors que Marx ne voyait pas il faut pas oublier, il n'a pas de patrie. Le prolétariat n'a pas de patrie. Donc c'est important de concevoir ça pour comprendre Marx et pour comprendre cette réflexion. Comme je disais, cette universalité communiste, selon cette optique, sortie du capitalisme ne peut se faire que par le dépassement radical et inclusif des particularismes identitaires. Notamment, si on pense dans le monde d'aujourd'hui, les fractions entre droite et gauche, si on part dans un principe idéologique, les perspectives la plus rigoureuse et authentique, héritier notamment de Marx, mais revisitée par d'autres auteurs contemporains, comme je disais Alain Badiou, ou Slavoj Žižek, ou Frédéric Lordon, etc., implique une critique du capitalisme fondée sur la lutte des classes, comme dimension universelle et non identitaire. Parce que si il y a toujours rejet de l'autre s'il n'y a pas un autre système. Il y a toujours plus souverain que d'autres. Je suis pour la souveraineté. On trouvera toujours quelqu'un qui sera plus souverain que soi. C'est toujours une logique un peu comme ça. En ce sens, tout projet anticapitaliste véritable doit être universaliste, et ouvert et global. Alors que la réaction identitaire, l'autre face, lorsqu'une telle alternative universaliste ne se dessine pas clairement et échoue à mobiliser, c'est celle de la réaction du type identitaire. C'est la seule en réalité. C'est la critique basique, très mainstream du capitalisme, de la critique du capitalisme et du communisme. Toute personne qui serait à l'encontre des idéaux communistes serait fasciste. Bon, ça c'est du stalinisme. Stalinisme forcé, donc voilà, non, il y a quand même une revendication identitaire, il y a une légitimité chez les nations européennes à se donner acte et droit de pouvoir se défendre, mais bien sûr, si on voit ça d'une manière, encore une fois, absolutisante et systématisable, voilà, il doit avoir un moment globalisant pour pouvoir soumettre son idéologie. C'est pour ça que la gauche, le souverainisme, etc., le souverainisme repose sur la nature, sur la notion de frontières, de repli national, voire d'exclusion, ce qui est foncièrement contradictoire avec la logique internationale et universaliste portée historiquement par les mouvements émancipateurs et authentiques. Donc voilà. Donc il faut comprendre les problématiques internes aussi, de quoi le capitalisme s'est forgé et comment la France, exemple, un pays comme la France, qui se distingue d'autres pays, même à travers quand il y avait à l'époque de l'industrialisation de masse, la France est un pays socialiste. Historiquement parlant, il y a une dynamique comme ça socialiste en France. On va pas rentrer dans les débats. Est-ce que la France est la France de Maurice Barrès, de Charles Maurras, etc., et des nationalistes comme Paul Déroulé ou bon nombre. Mais il y a aussi, faut comprendre, la France est un pays avant tout, c'est une république. Donc on mentionne plusieurs penseurs du socialisme. Il faut mentionner Proudhon, Sorel, mouvement blanquiste, Saint-Simon, Jaurès plus tard. Donc on peut voir ici que c'est la valorisation de l'action directe. C'est la mutualité, c'est la critique de la propriété privée chez Proudhon, et une base un peu plus réformiste que radicale et révolutionnaire ici. Les coups de force révolutionnaires chez les blanquistes,
Chez Saint-Simon, c'est plus intellectuel et bourgeois, une société industrielle harmonieuse dirigée par des savants et industrie éclairée, et un socialisme républicain chez Jaurès, réformiste parlementaire, qui va influencer notamment la social-démocratie. Tous se réclament, certains d'idées socialistes, mais ne sont pas tous marxistes. Donc il faut faire une distinction aussi entre socialisme et communisme. Donc l'un, fondamentalement, est pour la réforme, le socialisme, et l'autre pour l'action un peu révolutionnaire. Donc il devrait être actif, subversif, pour l'action révolutionnaire subversive. Mais où est la subversion dans nos pays actuels et en Europe, où est la subversion quand on voit que la subversion n'est qu'un apparage, se substitue en revendications chimériques, activistes de tout genre. Donc voilà, on a bien vu les Gilets jaunes, mais les Gilets jaunes, ça a été une revendication légitime. On a vu ce déploiement un peu révolutionnaire. Enfin, les Gilets jaunes du départ. Ensuite, ça a été repris par les Black Blocs, par la politique, ça a été repris. Mais les Gilets jaunes du rond-point, du début, c'était des vraies personnes qui ont voulu réellement revendiquer que c'était pas qu'une revendication, il y avait réellement, je pense, une intériorisation des rapports sociaux qui divergent et qui sont contradictoires. Pourquoi dans des grands pays on ne peut pas avoir pourquoi il y a un tel écart économique et financier? Donc la logique de qui peut le plus peut le moins, c'est toujours une logique un peu bourgeoise et élitiste. Donc voilà, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, on discerne une version communiste plus radicale, souvent associée à l'héritage du bolchevisme, et un socialisme réformisme, qui vise à un aménagement du capitalisme plus juste et non une abolition radicale de la propriété privée. Ce que les communistes et les bolchevistes n'ont jamais pu pardonner aux socialistes, c'est l'abandon de la propriété privée. Les socialistes laisse une manière un peu libérale que les gens peuvent accumuler du capital et bien sûr avoir une propriété privée. Alors que chez les bolcheviks, la propriété privée et les moyens de production sont l'essence même de la division entre classe ouvrière et classe bourgeoise. On peut notamment aussi rebondir et parler de qu'est-ce que la post-bourgeoisie aussi, les grands bourgeois d'époque fordiste, propriétaires d'usines, barons du charbon, de l'acier, cèdent la place depuis les années 1970 à une caste de dirigeants de fonds d'investissement, de ménagers globaux et de technocrates d'organisations internationales. Si cette époque post-bourgeoise est définie par une technocratie, des technocrates, et des éduqués qui sont des fonctionnaires et des professionnels politiques. Si l'essence de la politique se trouve être l'action politique, et bien sûr l'action politique doit être toujours à vue pour ce qui est de la nation et des intérêts publics, solidarité, etc., salariat. Ici, on voit bien que la privatisation constante sur le marché des grandes entreprises fournit au capitalisme toujours plus pour qu'il prospère. Donc, c'est plus attaché à un territoire industriel, mais se déplace à l'échelle planétaire. Investissement là où le taux de profit est maximal. Paradis fiscaux, zones franches et plateformes logistiques automatisables. Bien sûr, on peut voir ici la Suisse, les îles Vierges de l'Allemagne, enfin de l'Angleterre, Singapour, Macao. Il y a beaucoup comme ça d'endroits comme ça où c'est des paradis fiscaux où ils ne payent pas leurs impôts et prospèrent. Donc les impôts, comme disait Marx, pour tuer le capitalisme, plus d'impôts pour tuer le capitalisme. Donc son idéologie dominante, loin de l'optimisme productiviste du 19e, prône aujourd'hui la flexibilité, la dérégulation et la désintermédiation. Tout ce qui peut être privatisé, externalisé et automatisé l'est. Donc toute revendication sociale qui apparaît désormais comme un coût imposé, voire un archaïsme politique. Cette délocalisation, exemple Fordisme, mondialisé, Marx avait montré que le capital tend à révolutionner
sans cesse ses propres conditions de production, le fameux l'accumulation du capital. Aujourd'hui, cette révolution s'exprime dans la triangulation persistante, sièges sociaux, dans la métropole, les pays émergents. Donc les précarités, là où les prolétariats classiques disposent souvent d'emplois relativement stables, même faiblement syndiqués, apparaît le précariat, cette couche de travailleurs condamnés à l'ubérisation de leurs conditions, contrats courts, plateformes numériques ou workfare, le microservice. Donc l'immatériel, émotionnel, numérique, nouvelle forme de travail, ce qui paraît travail des plateformes Uber, Deliveroo, Amazon, etc. Et tous ces aspects-là sont la nouvelle force productive, parce que la vraie question, c'est pas la question de LGPD ou des revendications du féminisme, etc. Ça, ce sont des phénomènes non revendicateurs, mais qui vont jamais prendre une envergure sociale monumentale. La question de fond, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait des dynamiques de classe et de l'hémisphère sud, bien sûr des pays du tiers-monde, comme l'Afrique, exemple l'Afrique et l'Europe, l'Amérique du Sud et les États-Unis, et bien sûr tous les pays émergents, ou exemple l'Asie centrale et la Russie. Qu'est-ce qu'on fait de cette dynamique de classe, ces pays qui sont pauvres, qui sont corrompus, qui n'ont aucune dynamique interne de développement, même s'ils sont en développement, il y a toujours des contradictions internes qui fournissent qu'un dictateur va arriver, ou que quelqu'un qui va usurper le pouvoir, quelqu'un qui va accumuler beaucoup de pouvoir, comme en Algérie, exemple, que ça soit le président Tebboune actuel aussi, qui s'accapare les richesses, que ce soit Bouteflika, etc. Il y a toujours une accumulation comme ça des richesses par les dominants qui ne fournit pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait c'est le futur salariat, en fait. Le futur salariat européen, parce que la démographie, démographiquement parlant, c'est des continents qui sont en expansion, alors que l'Europe est en stagnation, et l'Europe est très faible à ce niveau-là, l'âge moyen est de 40 ans. Donc qu'est-ce qu'on fait de cette nouvelle force productive qui va arriver d'ici ces décennies, dans les futures décennies. Donc voilà, c'est ça le problème de cette sous-traitance aussi. Donc il faut repenser ces questions politiques. Et comme je disais, l'aliénation, la réification et le fétiche à l'ère numérique, et c'est l'une des critiques pour moi les plus pertinentes chez Marx. La marchandise masque les rapports sociaux. C'est la donnée qui fait écran. L'algorithme mystérieuse, la boîte noire, réifie toute relation sociale, métrique, froide, engagement. L'aliénation du travail. Donc voilà. Et ici, c'est important de prendre en compte les néo-marxistes, que je pense très important de prendre de Bergson, Lukács, qui étaient les premiers, on va dire, les post-marxistes un peu, enfin Bergson qui était au temps de Marx, mais donc les tensions de dogmatique et pragmatique. On a bien vu que Bergson évoque la République de Weimar, la social-démocratie et l'engagement dogmatique et le compromis pragmatique. Chez Lukács, on a l'histoire et la conscience des classes. Paru dans les années 1920, est souvent cité comme le premier grand tentative de marier la théorie marxiste avec la philosophie plus proche de l'idéalisme. Donc sujet-objet. C'est pour ça que il y a souvent les marxistes léninistes ne prennent pas Lukács en compte. Enfin, le premier Lukács, ils le prennent en compte. Plus Georgi Lukács va aller sur l'aspect idéaliste et de la conscience du sujet et de l'objet, plus ils vont avoir tendance à l'excommunier, les marxistes-léninistes, alors que les néo-marxistes l'adulent en Europe. Veut montrer que la classe ouvrière, pour accéder à la révolution, doit prendre conscience d'elle-même, de son rôle historique. Or, cette conscience ne naît pas spontanément du fait d'accumuler la position subordonnée dans le processus de production. Elle demande un saut qualitatif, une rupture avec les apparences immédiates. Alors que dans la société contemporaine, saturée d'images, de publicités, de discours médiatiques, ces problématiques demeurent, dépasser les illusions, saisir les structures réelles et redonner sens à l'action collective. Nous apparaît ainsi comme un pont entre Marx et les interrogations philosophiques du XXe siècle. Donc la réification, concept développé comme chez Lukács, prolonge l'idée du fétichisme.
Tous dans la société capitaliste tendent à être transformés en choses, en marchandises, même les rapports humains sont chosifiés. L'individu se trouve fragmenté, éparpillé dans un monde de relations contractuelles, de valeurs monétaires. Donc cette critique demeure parfaitement pertinente dans la société post-industrielle, je pense. Aujourd'hui, on parle de marchandisation de la culture, des datas personnelles, de la santé, de l'éducation et même de la vie intime. Internet, les réseaux sociaux et l'ubérisation et l'économie exacerbent cette tendance à la réification. Il réhabilite aussi, Lukács, la classe en soi contre la classe en soi. Pour soi, la classe pour soi et la classe en soi. Ainsi sur la conscience de classe élaborée, dépassement de simple conscience de soi, prolétarienne, reconnectant l'action à une vision d'ensemble du capitalisme. Donc c'est pour ça que notamment Alain Badiou, il peut voir aussi l'aspect de la globalisation comme quelque chose de bon, parce que dans la globalisation, on pourrait voir la contradiction fondamentale des disparités économiques. Et donc si le communisme n'a pas de patrie, comme disait Marx, alors que chez les communismes, stalinisme, etc., il y avait encore des patries, etc. On était pour la patrie, etc. Il n'y a plus de patrie dans le monde global, donc la globalisation pourrait contrer, déstabiliser le capitalisme. Bon, je trouve que c'est ça à débattre quand même, mais bon. Donc donc la conscience de soi, comme je disais, il se tient l'idée que le prolétariat doit élaborer ses propres conceptions culturelles, journaux, théâtres, coopératifs, et non se contenter des répliques mécaniquement de la ligne du Comintern, donc l'international. Donc c'est ça qui est important à prendre en compte. Lukács ne dénigre pas, mais dit qu'il ne faut pas se centrer sur l'international, mais il faut élaborer dans une manière civique aussi, conception culturelle des journaux, des théâtres, des coopératives internes à toute société ou nation, et pouvoir donner une autoconscience de ce qui se passe. Donc voilà. Donc la mise en perspective avec la critique, j'aimerais introduire bergsonienne du temps. Henri Bergson, pour sa part, critique l'approche trop mécaniste de la durée. Il introduit l'idée d'une durée vécue, quantitative, lui, n'est pas réductible à un découpage mathématique. Or, le capitalisme post-industriel lui oppose la quantification extrême du temps, chronomètre, algorithme, productivité calculée. On peut reprocher cette tension de celle relevée dans les impasses idéologiques. Le dogmatisme aveugle contre le compromis réformiste. Bergson incite sans doute à inventer une troisième voie. Durée sociale et politique ne serait plus soumis à une stricte rationalité économique. Donc voilà, ça c'est le problème, je dirais, des sociétés actuelles. C'est l'idée. On n'a plus de socle ontologique commun. On vit plus dans le système religieux, dans un système d'idéologie, mais si on se trouve délégitimé, si on ne parle pas un langage économique dans la société actuelle, dans les journaux, etc. Donc, il faut un retour du politique. Le problème se trouve essentiellement politique, je pense, pour nos sociétés au niveau macroscopique. Et il faut un peu dénigrer l'économie, mais pour ça, le français de base doit être d'accord. S'il y aurait un contresens un peu politique comme ça, une irréversibilité politique un peu, que le français moyen serait d'accord de payer 1,50 €, ou 1,70 € sa baguette. Donc, quelle est l'importance du français moyen? Est-ce qu'il est prêt à se soumettre à une dynamique sous-jacente pour pouvoir s'émanciper, pour la fermeture des frontières ou pour une révolution, ou quoi qu'il en soit, ou est-ce qu'il peut pas sortir de son aspect de la routine, donc Amazon, Deliveroo, etc., et rester dans un cadre très formaté. Est-ce qu'on est réellement prêt à cette révolution? C'est pour ça que je dis que les critiques du marxisme il y a beaucoup de contradictions internes qui ne laissent pas le marxisme, qui laissent plus le marxisme s'estompe. Donc voilà, il faut bien comprendre les critiques aussi heideggeriennes. Une critique que je voulais prendre en compte, bien qu'il soit pas marxiste. Martin Heidegger s'intéresse à la technique comme mode de dévoilement du monde. Dans une perspective critique, on peut souligner un point commun. Chez Marx comme chez Heidegger, la modernité tend à réifier le monde et à la transformer en une ressource disponible. Calcul exploitable, là où Marx voit l'aliénation du producteur dans la marchandise. On oublie l'être au profit de l'arraisonnement technique. Cet angle divergent peut être reproché dans une critique globale du capitalisme industriel, aujourd'hui numérique. Donc l'avenir du marxisme, l'innovation, relecture,
l'école de Francfort. On en arrive à Adorno, Horkheimer, à Marcus. Après la Seconde Guerre mondiale, l'école de Francfort va fusionner le marxisme avec la psychanalyse Freud et la sociologie weberienne pour forger la théorie critique. Adorno et Horkheimer, dans la dialectique et la raison, très bon livre, notamment le passage des cultures-industries. C'est le seul passage que j'ai lu. Ensuite, de la victimisation des Juifs, qui m'a laissé à désirer, mais bon. Mais ce qui concerne les cultures-industries, c'est environ 120 pages sur 300 qui sont très pertinentes. Ça montre que la société de masse en question, produit une industrie culturelle qui standardise la culture et transforme en marchandise, tout en servant la propagande douce pour l'ordre établi. C'est une forme nouvelle de fétichisme, plus subtile et moins visible, car elle ne se borne pas aux biens de consommation, mais touche à la musique, le cinéma, la littérature, Hollywood, toutes ces institutions. Et Marcus, de son côté, souligne dans L'homme unidimensionnel la disparition progressive de la pensée critique, noyée dans la société de consommation. On peut voir ici aussi que Edward Bernstein, comme une délégitimation du révolutionnaire. On peut voir Rosa Luxembourg aussi, l'illusion réformiste, et Karl Kautsky, l'orthodoxe marxiste, la révolution par la majorité. Conquête légale du pouvoir, pour Kautsky, la conquête de l'État passe d'abord par la bataille des urnes. Arme d'une social-démocratie, d'une majorité parlementaire capable de voter les lois sociales. Il développe l'idée d'une dictature démocratique du prolétariat, gouvernée par l'existence même d'une majorité ouvrière socialiste, et non de la force immédiate des conseils. Il privilégie le parlementarisme. Kautsky n'exclut pas totalement les grèves et les manifestations. Celles-ci doivent toutefois rester subordonnées à la stratégie électorale, pour éviter l'éclatement spontané et désordonné. Il théorise ainsi une double activité, l'activité en tant que législation socialiste d'un côté et l'agitation et propagande de l'autre. Donc au rebours de l'insurrection primitive, Kautsky met en avant contre le déclenchement prématuré de l'insurrection sans base matérielle et organisationnelle solide. On voit les limites et les critiques. Luxembourgo-léninisme accentue Kautsky du parlementarisme passif et à faire confiance à un appareil d'État toujours bourgeois. Donc on peut ici faire une rétrospective des débats, des transitions, communisme, socialisme, réforme, etc. En définitive, Marx apparaît plus que jamais comme une constellation un peu de concepts, fétiche, aliénation, matérialisme historique, lutte de classe, qui conservent leur acuité. Les multiples relectures, Bergson, Lukács, Gramsci, Sartre, l'hégémonie culturelle de Gramsci, l'école de Francfort, le féminisme, les postcoloniaux, les écologistes, etc. montrent une chose, il n'y a pas un seul marxisme, il y a plusieurs, parfois en contradiction, parfois en complémentarité. Donc, peut donner ce foisonnement de perspectives ne doit pas être vu comme une fragmentation improductive, mais plutôt comme la richesse d'une tradition intellectuelle vivante. Parce que chez Marx, il y a beaucoup d'erreurs aussi. La révolution prolétarienne qui est inévitable dans les pays industrialisés, l'appauvrissement absolu et continu des classes ouvrières. On voit que l'appauvrissement absolu annoncer un déclin des salaires réels et conditions de vie pour travailler à mesure que le capitalisme mûrissait. On voit que la réalité mesurable, c'est qu'au XXe siècle, les salaires réels dans la plupart des pays développés ont nettement augmenté. Donc il y a donc les bourgeois ou la classe des élites, à travers le ruissellement, etc., donnent aussi du pouvoir, et l'initiative privée dans le capitalisme est aussi nécessaire pour son bien-être, et beaucoup de personnes ont réussi à s'émanciper, et ça aussi c'est pour ça que le capitalisme reste. Si le capitalisme est encore le seul système vivant, c'est que le capitalisme a quelque chose de bon aussi. Donc après ils disent que la démocratie est un leurre pour les communistes, mais néanmoins personne ne peut donner encore des vraies solutions à l'extinction du capitalisme. Le capitalisme est en tant qu'il est, et il faut l'institutionnaliser plutôt que le détruire. Il faut le dresser, comme la démocratie ou les instituts démocratiques ont dressé en quelque sorte, éduqué, je dirais, éduquer plus que dresser le capitalisme, comme exemple les travailleurs miniers, où la pénibilité au travail cesse, les réformes sociales, les congés payés, les enfants ne travaillent plus, etc., etc. Donc voilà. Et on peut voir la disparition de la petite bourgeoisie.
Marx voyait la petite propriété et la petite entreprise se faire inexorablement ronger par les grandes industries, alors que la réalité mesurable, malgré la concentration capitaliste, la petite bourgeoisie, TPE, PME, artisans, professionnels libéraux, représente encore une large part d'employés. C'est la petite industrie qui fournit beaucoup de travailleurs aussi, même dans les économies très financiarisées, aux États-Unis aussi. La loi des baisses tendancielles du taux de profit. Sa prédiction, c'est que toute croissance capitaliste s'accompagnerait d'une chute continue du taux de profit, menant systématiquement à des crises interminables. La réalité mesurable, les études empiriques montrent que le taux de profit oscille selon les cycles, crise, reprise, innovation et technologie, mais ne suit pas une chute linéaire permanente de l'accumulation du capital et souvent relancée par les gains de productivité. Pareillement pour le dépérissement de l'État. Les réalités, au contraire du XXe siècle, vu que l'extension de la complexification des États-providence, l'inflation des régulations, les régimes dits socialistes, la centralisation bureaucratique accrue plutôt que leur disparition. Et la crise terminale du capitalisme. Prédiction encore erronée, Marx s'attendait à ce que les contradictions internes du capitalisme mènent tôt ou tard à son écroulement irréversible. Réalité, le capitalisme a non seulement survécu, mais s'est mondialisé, croissance soutenue, innovation technique continue, élargissement des marchés émergents, Chine, Inde, Brésil, et institutionnalisation d'instruments de gestion des crises. Donc banque centrale, FMI, stabilisateur automatique. Donc on peut dire à travers ces critiques aussi le français Piketty, Thomas Piketty, à l'instar d'un Lordon qui est beaucoup trop lourd, trop dogmatique à mon goût. Thomas Piketty qui a notamment vu les croissances et les dépenses publiques, de la bureaucratie et les indicateurs de croissance mondiale. Donc voilà, que beaucoup de critiques, Marx est encore, on peut toujours critiquer la plus-value. Marx reste un penseur d'envergure. On en arrive un peu à cette fin. Voilà, donc dans cette vidéo, j'ai essayé de présenter Marx dans sa globalité, beaucoup de sujets que j'ai pas abordés aussi, notamment des complexités du communisme, commune de Kronstadt, que ce soit les écrits du Das Kapital et des écrits des lettres entre Kautsky et Engels, etc. Il y a beaucoup de sujets qui sont pas pris en compte, mais voilà, j'ai essayé d'une manière un peu structurante expliquer l'idéologie marxiste, son influence, les interprétations et toujours donc le capitalisme. Qu'est-ce que le capitalisme comme point de départ? La dialectique comme compréhension systématique de Marx, la classe en soi et la classe pour soi, compréhension de ces distinctions aussi entre institution, ordre social et conscience de soi, pour soi, en soi et pour soi bien sûr. Fétiche de la marchandise, la valeur travail, la critique bien sûr. Et il y avait les contradictions internes aussi de la nouvelle économie politique, distinction entre socialisme et communisme, distinction entre communisme, léninisme, marxisme et marxisme-léninisme. Donc entre communisme et réformisme. Donc vous avez vu qu'ici on a un large panel de contradictions et de synthèses. On peut arriver aussi à des synthèses, on peut avoir une autre lecture. Mais néanmoins, Marx est un penseur systématique et encore une fois, ce qui est important pour moi, c'est Marx. Est-ce que Marx reste pertinent? Oui. Si on décide de prendre une interprétation un peu plus métaphysique et philosophique. Donc fétiche de la marchandise, bon, il n'est pas complètement métaphysique, mais fétiche de la marchandise ou le concept de la réification, de l'aliénation et des rapports de classe. Les rapports de classe, c'est toujours pertinent, mais personne n'a réellement attendu Marx pour ça. Il y avait Jérémy Bentham ou Wilfredo Pareto, aussi un sociologue italien. Donc il y a bon nombre d'explications. Les classes, ça a toujours existé. Notamment les classes et les races ont toujours été quelque chose qui se sont survenus. Je suis passé, je peux faire une vidéo sur la critique de la valeur travail et de l'utilité marginale en économie, de manière un peu particulière pour divulguer les mécanismes aussi. Donc voilà, donc Marx reste un penseur d'envergure. Dans le monde actuel, on doit toujours penser que l'émancipation et l'égalité sont toujours non pas des acquis, mais c'est des points dont on doit toujours s'efforcer d'aller. Donc voilà, à vous de faire à vous de déduire qu'est-ce que vous pensez être, à vous de déduire qu'est-ce que le vrai du faux, de discerner le vrai du faux. Et donc voilà, si l'essence et l'apparence ne coïncident pas, comme disait Marx, donc c'est pour ça que il faut toujours essayer de comprendre les mécanismes sous-jacents. Donc voilà. Merci à tous, laissez des commentaires, abonnez-vous et à la prochaine fois. Allez, au revoir.